Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de La Parole A, un concept du comptoir des éleveurs que vous retrouvez sur le site comptoirdeseleveurs.com ou sur les réseaux sociaux. Et dans La Parole A, on laisse libre parole à nos invités. Et aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Marc Jancovici. Alors, je vais essayer de rien oublier. Ingénieur, enseignant, conférencier spécialiste des questions sur le climat et l'énergie, initiateur du bilan carbone. Je pense que j'aurais pu dire d'autres choses, mais c'est déjà pas mal, Jean-Marc. Ça va là-dedans, on a manqué l'essentiel de ce qui m'occupe dans la journée. C'est que je suis dirigeant de société, je suis associé d'une société qui s'appelle Carbone 4 et je suis président d'une association qui s'appelle le Shift Project. Alors justement, le Shift Project, c'est un think tank que tu as créé, qui a publié en 2024 un rapport pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Mm. Et moi, je vais commencer par là parce qu'à sa lecture, je me suis demandé comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'élevage et l'écologie sont deux sujets, alors je dirais pas inconciliables, mais compliqués à unir. Pourquoi c'est aussi crispant? Alors, je vais tenter une hypothèse, parce que je n'ai pas fait de sociologie sur la question, mais ma première hypothèse, c'est tout simplement que l'élevage contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est quelque chose qui place plutôt l'activité du mauvais côté de la barrière quand on se préoccupe du changement climatique. Parce que quand on se préoccupe du changement climatique, tout ce qui émet des gaz à effet de serre, il faut s'en débarrasser. Donc les voitures, il faut s'en débarrasser, les usines, il faut s'en débarrasser, les centrales à charbon, il faut s'en débarrasser, puis les vaches, c'est du méthane, il faut s'en débarrasser. Voilà, donc il y a ce premier sujet-là. Le deuxième sujet, c'est peut-être que l'élevage est dans l'activité agricole et la France, enfin en tout cas en France, on a un rapport très paradoxal avec l'agriculture parce que pour le synthétiser, la France n'aime pas son agriculture et aime bien ses agriculteurs. Donc il y a un côté très paradoxal dans l'histoire. Presque schizophrène, quoi. Oui, oui, un peu. On voit bien, enfin je sais pas, le succès de L'amour est dans le pré. Je veux dire, le personnage est sympathique, toujours présenté comme sympathique. L'activité, moins. Donc c'est cette espèce de... Et donc, comme l'élevage est une activité agricole, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue, comme l'agriculture elle-même. C'est phytosanitaire, engrais, pollution, je sais pas quoi, méga-bassines et qu'est-ce que je sais. C'est rangé aussi d'un côté qui est un côté où on a un a priori plutôt négatif. Donc moi, je dirais que c'est... Et puis maintenant, il y a aussi les sujets de souffrance animale qui sont rajoutés là-dessus. Donc je pense que c'est ça qui explique que... Et puis, dernier point absolument évident, les gens habitent dans les villes. Donc dans les villes, ils voient rien, quoi. Donc je suis curieux de savoir, tiens, je sais pas si vous avez la statistique, vous, quelle est la part des Français qui sont jamais allés dans une étable. Alors là, j'ai pas vraiment le chiffre pour le coup. Par contre, dans les chiffres qu'on a, ce qui est sûr, c'est qu'on a un nombre d'exploitations d'élevage aujourd'hui qui baisse Oui. de manière constante, comme la valeur ajoutée, le revenu des agriculteurs aussi en monnaie constante. Est-ce que la marche en avant pour le secteur, finalement, passera aussi par l'écologie, l'environnement, ou est-ce que ça reste un frein? Alors, ce qu'on a fait au moment où on a fait le rapport du Shift Project, c'est qu'on a également fait un sondage à très large échelle qu'on a appelé la grande consultation des agriculteurs. Alors la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on a commencé par discuter face à face avec un certain nombre d'agriculteurs qui nous ont aidés à faire un questionnaire qu'ensuite on a proposé à qui voulait répondre. Alors c'était pas que pour les éleveurs, mais on a individualisé les résultats pour les éleveurs qui sont pas très loin des résultats pour les agriculteurs dans leur ensemble. Ils sont même encore un peu plus préoccupés que les autres. Et on a eu 8000 réponses, ce qui sur 400 000 agriculteurs est beaucoup, on était très contents. Et dans les choses très saillantes qu'on a vu arriver dans cette analyse, c'est le fait que 7% seulement, moi ça m'a frappé ce chiffre, 7% seulement des agriculteurs disent, quelles que soient les contreparties, on ne veut rien faire de plus pour l'environnement. Juste 7%, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça veut dire que tous les autres, ils ont envie de faire des choses. Et après, plus de 80% nous disent, le seul frein, il est économique. En gros, nous, si on fait des choses bien pour l'environnement aujourd'hui, on se retrouve pénalisé sur le plan économique et donc on ne peut pas. Donc si on veut qu'on fasse les choses bien pour l'environnement, moi je vais le dire à ma sauce, il faut réconcilier le consommateur et le citoyen, c'est-à-dire il faut accepter de payer plus cher en sortie d'exploitation. C'est exactement ce que j'avais demandé parce qu'on en a eu des éleveurs à ce micro qui disaient oui, le climat c'est une préoccupation, oui, on ne sait pas comment ça va évoluer demain, mais là la priorité urgente c'est comment on se paye, quoi. Oui, mais on a bien mis le doigt sur le problème. Et alors, un des chiffres, moi, qui m'a frappé aussi pendant ce travail, alors le Shift Project, traditionnellement, ne regarde pas d'abord les sujets économiques. C'est pas ça. Notre prisme, c'est de regarder les activités d'abord, ce qu'on appelle, nous, sous l'angle physique. Donc, l'angle physique, dans l'élevage, c'est des vaches, des prés, des gens qui travaillent, des moyens mécaniques, etc. C'est ça, les moyens physiques. Les euros, ça vient derrière, c'est une convention. Le chiffre que j'ai découvert, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est que, en fait, les Français, pour se nourrir,
ça ne leur coûte que 1% de ce qu'ils gagnent. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais non, pas du tout, le ticket de caisse, c'est 14%. Le ticket de caisse, oui, mais dans le ticket de caisse, je vais trouver les salaires du magasinier, les salaires de la caissière, les salaires du transporteur routier qui a amené les trucs jusque dans le magasin, la construction du magasin, les frais financiers pris par le banquier sur tous les intermédiaires de la chaîne, la campagne publicitaire de Carouf et qu'est-ce que je sais encore. Mais en fait, ce qui paye vraiment la nourriture, c'est 1% de ce que les gens gagnent. Donc c'est ridicule. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de répercussions à l'aval, s'il n'y avait pas des marges proportionnelles à l'aval, on pourrait doubler le revenu des agriculteurs, que les gens s'en rendraient à peine compte. Donc, c'est-à-dire que là, le premier message qu'on pourrait par exemple envoyer aux consommateurs, c'est déjà juste aller acheter à la ferme ou au marché. Ah bah oui, c'est déjà le premier pas vers l'impact économique et écologique. Alors pour tous ceux qui peuvent, oui. Parce que évidemment à la ferme ou au marché c'est le producteur qui empoche la marge de distribution, donc du coup il se rémunère beaucoup mieux. Alors des fois ça lui demande du monde quand même, hein. Moi je vais régulièrement au marché pour acheter mes légumes, c'est un producteur du coin mais il faut quand même qu'il emploie les gens qui viennent sur le marché. Bon, mais je sais qu'il gagne mieux sa vie en faisant ça qu'en vendant directement à la grande distribution. Et puis il y a un deuxième avantage énorme d'aller au marché quand on a des gosses, c'est qu'ils vont vous réclamer ni une paire de pompes, ni le dernier jouet, ni le dernier gadget à la mode, ni je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas au marché. Donc, il y a pour les besoins. Donc, à part acheter de la nourriture, vous êtes sûr que vous achèterez rien d'autre. Alors Jean-Marc, j'aimerais ensemble qu'on parle un peu d'énergie, parce que ça c'est quand même un sujet que tu maîtrises, et c'est un sujet aujourd'hui qui est prégnant dans l'agriculture, parce que malheureusement l'agriculture, on l'a dit, c'est un secteur gourmand en énergie fossile. Je pense au carburant des tracteurs, je pense au transport, je pense aux engrais. Est-ce qu'on peut, alors là je vais mettre les pieds dans le plat et la question va être hyper naïve, est-ce qu'on peut réellement s'en passer ? C'est justement ce qu'on a essayé de regarder dans le rapport. Alors, s'en passer demain matin, non. Et en fait, il y a un des éléments, un des axes de travail au Shift Project, c'est qu'on ne cherche pas à faire la révolution en une semaine. On sait que les évolutions qui marchent bien, c'est les évolutions graduelles. Alors, ça peut être graduel et rapide, mais c'est quand même graduel. Il faut toujours... voilà. Il y a les pas par pas, quoi. Oui, et puis par ailleurs, l'agriculture, c'est une mosaïque. Entre un éleveur, un producteur de courgettes, un producteur de fraises sous serre, un viticulteur, et un viticulteur et quelqu'un dans les grandes cultures. En fait, on met tout ça dans l'agriculture, mais on parle de choses très différentes. Bon. Donc, il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile de s'en passer que d'autres à court terme. Donc il faut regarder un peu au cas par cas. Mais la réponse, c'est on peut faire mieux. Ça, c'est absolument évident. Alors, je vais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, qui est l'agriculture sans labour. L'agriculture sans labour permet d'avoir des tracteurs moins puissants, parce que ce qui dimensionne la puissance du tracteur, comme tu sais très bien, c'est le labour profond. Donc quand on cultive sans labour, on a besoin d'un engin moins puissant, du coup qui consomme moins. On n'a pas besoin du travail de force. Voilà. On augmente la teneur en carbone dans le sol. Alors il y a le grand débat sur le glyphosate derrière, mais en gros, on a quand même une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, et l'une des raisons pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux pour lesquels les agriculteurs y passent, c'est tout simplement parce que ça leur coûte moins cher. Ils ont une culture à valoriser éventuellement. S'ils mettent en culture intermédiaire des légumineuses, du trèfle ou de la luzerne, je sais pas quoi, ça leur remet de l'azote dans le sol. Enfin, donc ça leur économise des engrais derrière. Donc voilà une pratique pour laquelle on se dit que le fait que les gens y passent, on doit pouvoir arriver à en convaincre un certain nombre. Et c'est du reste, c'est en train de se passer. Tu parlais du glyphosate, ça me fait penser au débat récent qu'on a eu autour de la loi du plomb. Oui. Ça a été des débats que d'opposition, où il y avait d'un côté un avis très marqué, de l'autre un avis très marqué, et il n'y a pas eu de moment où j'ai l'impression qu'on a cherché une solution ensemble, une alternative commune. Alors si on parle du débat médiatique, c'est la règle du jeu, hein. Le débat médiatique, il surreprésente toujours les positions très tranchées, pour une raison que tu connais très bien, puisque c'est comme ça que travaillent tes confrères. Quand le temps est compté et l'espace est compté, eh bien, ce qui a le temps et l'espace de passer, c'est des positions très binaires, très manichéennes, très tranchées, très je suis pour, contre. Exactement, il n'y a aucune place à la nuance. Comment est-ce qu'on peut faire de la place à la nuance quand on a 2 minutes un sujet au JT ou 1 minute 30 un sujet dans un job? Il n'y a pas. Sauf que pour l'agriculture, là, c'est tellement complexe qu'il en faut de la nuance. Oui, mais cette nuance, elle prendra place ailleurs. Elle prendra place dans des débats, justement, dans lesquels les gens sont dans une salle, des débats. Éventuellement, Internet a un peu changé la donne, parce qu'Internet, avec ses vidéos longues, justement, permet de réintroduire de la nuance dans les échanges. Les interviews un peu longues qui datent maintenant, c'est Thinkerview qui a lancé ça en France, hein, plus ou moins. Ça change totalement la donne pour les gens qui ont envie de s'informer. Mais il faut avoir envie. Jean-Marc, je reprends une phrase que j'ai lue justement dans le rapport du Shift Project sorti en 2024. Par rapport à ces énergies fossiles, cela rend le système agricole vulnérable au choc énergétique et pose des problèmes en matière de productivité. Pourquoi ? Si le coût des énergies fossiles augmente, ça dégrade l'exploitation économique.
Voilà, donc en ce sens-là, c'est pas bon pour la productivité. L'agriculture aujourd'hui est devenue extrêmement dépendante des énergies fossiles, alors de façon à plusieurs niveaux. Elle est devenue dépendante de la mécanisation. On a coutume de dire que la productivité d'un agriculteur aujourd'hui, c'est 200 fois celle d'un paysan du Moyen Âge, ou 200 fois celle d'un paysan avant la révolution industrielle. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il ne fait pas le même métier. Le paysan, à l'époque, il binait lui-même la terre. Maintenant, l'agriculteur moderne, il conduit un tracteur. Donc, en fait, c'est le tracteur qui bosse. Voilà, je ne sais pas insulter les agriculteurs, mais de fait, c'est les machines qui cultivent l'essentiel de notre nourriture. Donc ça, c'est une première dépendance à l'énergie fossile. Une deuxième, c'est la fabrication des engrais, puisque les engrais azotés sont faits avec du gaz. Une troisième, alors qui est en volume beaucoup plus faible, c'est la fabrication des phytosanitaires, qui dépend aussi du pétrole. Et une quatrième qu'on oublie souvent, c'est la dépendance aval au transport. Il faut savoir qu'en France, un tiers des camions transportent quelque chose qui se mange ou qui va nourrir des animaux, ou les animaux vivants eux-mêmes. Enfin, en gros, l'activité agricole mobilise quasiment entre un quart et un tiers du fret routier. Donc il y a une dépendance à l'aval qui est absolument monstrueuse. Sans camion aujourd'hui, les villes meurent de faim. D'accord, il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est tout simplement parce que l'énergie a permis d'éloigner le producteur du consommateur. Avant, c'était pas du tout comme ça. Tout le monde habitait à côté d'une ferme parce que comme le transport était compliqué, pour se nourrir, il fallait habiter pas loin de la. Nourrissait le village et puis voilà. Exactement, il fallait habiter pas loin de la mondialisation agricole. Avant l'énergie fossile, ça n'existait pas vraiment. Et du reste, après l'énergie fossile, ça n'existera plus. Et alors du coup, est-ce que là, il peut vraiment y avoir une vraie solution pour notamment pallier ça? Alors graduel, et la solution va dans le sens de, alors pour diminuer l'énergie fossile des engrais, dans les mesures qui sont proposées dans le rapport, mais on a un peu réinventé l'eau chaude parce que c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. C'est mélanger légumineuses et céréales, donc avoir par exemple des légumineuses qui sont des lentillons mélangés avec du blé qu'on récolte séparément. C'est par exemple, comme je disais, la culture sans labour, parce que ça permet de diminuer la consommation d'énergie des tracteurs. Et après, c'est tout ce qui est diversification des bassins de culture, histoire qu'on n'ait pas tout le maïs dans le sud-ouest, toutes les vaches en Bretagne et tous les consommateurs à Paris. Enfin, tous les consommateurs à Paris, si on va les garder un certain temps. Mais, favoriser la polyculture élevage est quelque chose qui est bénéfique pour diminuer la dépendance aval au transport. Tu as cité tout à l'heure les intrants. Oui. Est-ce que ça, c'est l'enjeu majeur aussi et urgent? Alors, quand on parle des intrants, on peut prendre s'interroger sur la partie dépendance aux combustibles fossiles ou sur la partie environnementale. Souvent, les gens, quand on leur dit engrais, ils pensent pollution des nappes phréatiques. Bon. Là, en l'occurrence, oui, il y a cet aspect-là, évidemment, mais qu'on a moins si on cultive des légumineuses, c'est clair. Et il y a également l'aspect dépendance au niveau de la fabrication. On l'a bien vu au moment de la crise du gaz russe, là, le prix des engrais a explosé, entre autres choses. Et donc ça, c'est quelque chose. Or, ça recommencera. Selon les analyses qu'on fait au Shift Project, le pic de production pour le gaz dans le monde dans son ensemble devrait se trouver aux alentours de 2030. Bon. Ce qui veut dire que derrière, le prix du gaz va devenir volatile. C'est ça qui va se passer quand on va être en décrue de la production. Il y en aura globalement moins. Alors, probablement que le gaz pour les engrais, ce n'est pas celui qui va être sacrifié en premier. C'est facile de se passer de gaz dans le chauffage, par exemple, en remplaçant par les pompes à chaleur. Tout est systémique, c'est ça le problème. Mais on risque d'avoir des prix qui vont devenir très volatiles. Exactement comme depuis que le pétrole commence à être moins facilement disponible dans le monde, le prix du pétrole devient volatile. Il va probablement se passer la même chose sur le gaz. J'aimerais aussi qu'on parle des importations, parce que ça, c'est un vrai sujet, notamment avec, là aussi, d'autres tensions, cette fois autour du Mercosur. On arrête toute importation du jour au lendemain, ou là aussi, il faut que ça soit graduel? On ne va pas arrêter toute importation du jour au lendemain. Par contre, on est favorable à des mesures qui sont des mesures pour le dire comme ça, de protectionnisme intelligent. Aujourd'hui, alors dans les scénarios qu'on a étudiés dans le rapport, il y en avait 3. Ou plus exactement, on a commencé par étudier 3 scénarios entre guillemets purs, c'est-à-dire un scénario dans lequel on favorise les exportations, un scénario dans lequel on favorise avant tout l'indépendance et un scénario dans lequel on favorise avant tout la production énergétique, pour le dire de façon courte. Et en fait, l'idée à laquelle on est arrivé, c'est qu'il faut essayer d'avoir un peu des 3, mais pas tous les 3.
Et donc, dans le fait de favoriser l'indépendance, il y a notamment le fait de se protéger contre des importations, notamment si on s'impose, nous, des normes environnementales qui font monter les coûts. Il faut absolument que ces produits ne se retrouvent pas en concurrence avec des produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes, où j'ai envie de dire, même s'ils les respectaient, à la limite, je m'en fiche, parce qu'il s'agit quand même de garder des gens qui sont capables de vivre de leur métier chez nous. On va justement y revenir sur les différents scénarios et on va voir les avantages et les inconvénients dans quelques secondes. Juste avant, je te propose une sorte de petit jeu que j'ai appelé C'est quoi la solution? Alors, je ne sais pas s'il y a toujours une solution, mais on va essayer de trouver ensemble. Je vais te présenter une affirmation et à toi de me dire s'il existe une solution, une alternative ou non. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire à court ou long terme? Première, ça concerne quelque chose qu'on a déjà évoqué, les bovins, principale source de méthane en agriculture. Alors c'est tout à fait vrai. Les bovins sont une grosse source de méthane en agriculture. Sur les émissions mondiales de méthane, l'élevage, ça représente un petit tiers des émissions. Derrière, on va avoir les émissions qu'on appelle fugitives des combustibles fossiles, c'est-à-dire les fuites de gaz, en gros, à l'extraction ou au transport, qui vont représenter un quart. Il y a les rizières, la deuxième source de méthane en agriculture, mais c'est 8%. Donc là, effectivement, c'est tout à fait vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là aussi? Parce qu'il faut absolument qu'on n'ait plus de vaches du tout en France. Alors, c'est parce que nous, c'est pas du tout ce qu'on propose, pour plein de raisons. La première, c'est que la valorisation des prairies, à part avec des animaux, c'est compliqué. Et si on arrête de valoriser les prairies comme prairies, on les retourne pour faire des cultures et à ce moment, on déstocke le carbone de la prairie. Donc, il y a une chose qui est souvent affirmée qui est l'élevage stocke du carbone. Non, une fois que la prairie est stabilisée, la prairie, elle a stocké son carbone, ça y est, le stock est plein, le placard est plein et il ne se remplit pas plus. Par contre, si on supprime la prairie, là, le placard se vide. Et ça, c'est très ennuyeux. Donc, il faut garder les prairies, donc il faut garder de l'élevage. La deuxième chose, c'est que dans un système qui est plus polyculture-élevage, l'élevage amène des amendements. Et donc une taquinerie que je fais parfois à mes amis véganes en disant mais tu sais, pour fertiliser les légumes dans un système bio, il faut des amendements, c'est-à-dire il faut du fumier, etc. Et, il faut quand même quelques animaux. Donc le système agricole ancien, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien qu'il y avait les deux, notamment à cause des amendements. Il y avait aussi les animaux de trait, mais il y avait notamment les amendements. Et ce qu'on propose au Shift Project, c'est pas du tout de supprimer les vaches. En fait, le scénario qu'on propose, il propose même une décapitalisation du cheptel qui se ralentit par rapport à celle qu'on observe actuellement. Deuxième affirmation, les rendements sont tributaires de produits phytosanitaires. Alors oui, bien sûr, mais ça dépend beaucoup des types de cultures. Par exemple, dans la vigne, les rendements, si on ne traite pas, les rendements sont plus faibles. Il y a des cultures pour lesquelles, d'après ce que je comprends, c'est plus facile d'avoir des rendements significatifs, même sans produits phytosanitaires, parce qu'il y a d'autres techniques de protection. On peut mettre des leurres, on peut mettre des protections mécaniques, etc. Les rendements aujourd'hui, par contre, dans les grandes cultures, sont surtout tributaires des engrais. Quand on passe en bio, par exemple, je pense que c'est le déficit, c'est le fait de ne pas avoir d'engrais minéraux qui fait baisser très fortement les rendements, plus que les problèmes dus aux insectes ou aux champignons. Alors une autre question qu'on n'a pas encore évoquée, les activités agricoles ont un impact sur la qualité de l'eau? Elles peuvent, bien sûr. Elles peuvent à double titre, à cause des résidus de phytosanitaires et à cause du lessivage des engrais. Donc ça, oui, bien sûr. Oui. Ça touche les eaux souterraines, les eaux superficielles? Ça peut toucher toutes les eaux. Quelle solution? À part moins mettre de choses qui se retrouvent un peu partout. C'est lié à la... oui, c'est lié à la fiche d'avant. Hein. Alors une autre, on a un peu parlé, mais préserver les sols pour stocker naturellement du carbone. Oui, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, préserver les prairies. Voilà. Et en ce qui concerne les surfaces cultivées, en fait, c'est pas tellement préserver, c'est travailler différemment le sol pour augmenter le stockage du carbone. Parce que l'un des avantages du couvert végétal permanent, c'est que ça augmente le stock de carbone dans le sol. Et puis, il y a un deuxième intérêt, c'est que si on passe avec un engin moins puissant, il sera moins lourd. Donc, ça va moins tasser le sol, ça va mieux préserver sa porosité. Et un sol plus poreux avec plus de carbone dedans, il stocke mieux l'eau. Donc, ça prévient également les champs inondés. Un peu mieux. Alors la suivante, c'est pas une affirmation, c'est une phrase d'Emmanuel Macron. À trop contraindre nos agriculteurs, on perd de la capacité à produire notre alimentation. On l'écoute encore, lui, en ce moment. Alors, est-ce que faut moins contraindre les agriculteurs et faire plus de production, plus de... Oui, alors... Ça, c'est de la démagogie pure, mais bon, les personnages politiques sont malheureusement payés pour faire ça. On a toujours été contraint. Enfin, je veux dire, l'agriculteur est contraint par le rythme des saisons, il est contraint par le fait qu'il a besoin de conserver un sol cultivable, donc la question, c'est l'arbitrage des contraintes. Et est-ce que, en contraignant ici, on ne va pas gagner une liberté là? Voilà.
C'est toute la question. Et en fait, ce qu'on a regardé dans le travail qu'on a fait au Shift Project, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quelles sont les contraintes collectives qu'il faut qu'on accepte de temps en temps pour gagner de la liberté collective aussi, ailleurs et à un autre moment. Voilà. Et donc un slogan comme ça, c'est juste de la politique politicienne qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et justement, si on réinvente un peu le système, qui doit être l'arbitre? Les chambres d'agriculture, l'État, l'Europe? Est-ce qu'il doit y en avoir plusieurs? Alors, oui, en fait, c'est un système. Donc, dans un système, il n'y a pas un grand dictateur. En France, on adore le sauveur du monde. Hein, c'est un truc qu'on aime beaucoup. On adore la réincarnation du général de Gaulle qui va arriver là et sauver tout le monde. En fait, dans la vraie vie, c'est quand même assez rare. Dans la vraie vie, c'est un système qui change. Et dans un système, il y a plein de petits arbitres et de petits décideurs, etc., qui changent en même temps. Et alors, dernière question. Il faut convaincre les Français d'acheter français. Alors, d'acheter français quand c'est bien fait, oui. Dit autrement, il faut convaincre les Français d'acheter français, virgule, fait d'une manière qui permet à la fois de payer le producteur et de préserver l'environnement, virgule, et donc les Français doivent être convaincus qu'ils doivent payer leur nourriture un peu plus cher, point. Et alors justement, qui doit avoir ce discours? Parce qu'on en parlait là il y a quelques instants. Tout le monde, toi, moi, tous les gens de bonne volonté qui ont envie de faire en sorte que ça se passe comme ça. Et alors justement, est-ce que le monde de l'agriculture a suffisamment le bon discours? Un des résultats qu'on a vu dans notre grande consultation aussi, c'est que plus de la moitié des agriculteurs considèrent qu'ils sont mal représentés dans le débat public. Donc pour mettre les pieds dans le plat, ça pose directement la question de la représentativité des syndicats représentatifs. Moi, j'ai compris qu'en fait, il y avait une large partie des agriculteurs qui ne se reconnaissent pas dans la façon dont les gens qui sont médiatiquement visibles dans le débat structurent le débat. Voilà, j'ai compris ça. Alors on va revenir justement sur ces solutions que tu évoquais tout à l'heure, parce que notamment lors du sommet de l'élevage 2025, tu as donné une conférence intitulée pour un élevage herbivore bas carbone et durable. J'ose croire que ce sera possible. Mais dans les faits, ça veut dire quoi? On passe par quel scénario? Parce que vous, à Shift Project, vous en avez établi 4 Oui. À horizon 2050 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'aimerais qu'on les reprenne un par un et que tu me dises quels sont les avantages de ces scénarios et quels sont les grands inconvénients ou obstacles qui font que ça peut être compliqué à mettre en place. Scénario 1, une meilleure autonomie agricole et alimentaire nationale. On gère tout dans le pays. Alors l'avantage, c'est qu'on gère tout dans le pays, et l'inconvénient, c'est qu'il y a un certain nombre de prix qui vont monter, puisque aujourd'hui, dans le cadre des commodités agricoles mondialisées, c'est le prix qui compte, et juste le prix. Donc quand on est compétitif pour faire des choses qui, typiquement dans les céréales, on exporte. Et puis dans les domaines dans lesquels on cesse d'être compétitif, le poulet par exemple, le bœuf de plus en plus, les légumes, alors ça on n'en parle pas, on importe. Ça veut dire qu'on a une agriculture qui est de plus en plus spécialisée. Quand on est très ouvert sur le monde, on a une agriculture qui devient très spécialisée, et du coup on devient très dépendant des autres, à la fois pour leur vendre ce qu'on sait faire mieux qu'eux et pour leur acheter ce qu'ils savent faire mieux que nous. Donc on prend un peu de quelque part pour remettre ailleurs, c'est pas forcément... on déplace un peu le problème, quoi. Ça veut dire qu'on maîtrise de moins en moins les choses chez nous. Et dans un monde... il y a quand même une hypothèse importante qu'il faut avoir en tête, c'est que la mondialisation, c'est du pétrole. La mondialisation, en pratique, c'est des camions et des bateaux. S'il n'y a plus de camions et de bateaux, il n'y a plus de mondialisation. Or, en ce qui concerne le pétrole, notre analyse, c'est que la quantité disponible devrait commencer à baisser significativement à partir de 2030. 2030, c'est demain matin, même si pour M. Macron, c'est très, 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 très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il faut dès à présent penser à la façon dont on réorganise un paysage agricole et une alimentation en France, en comptant, entre guillemets, de moins en moins sur les flux internationaux. Parce que changer le monde agricole, c'est 1 à 2 générations. Ça ne se fait pas en une semaine, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout cette préoccupation en tête. Alors j'en viens sur le scénario 2, et du coup qui parle d'énergie, une meilleure indépendance énergétique nationale. La question de l'énergie, c'est la priorité. Oui, le sol, c'est-à-dire le fait de le cultiver, il peut avoir plusieurs destinations. On peut s'en servir pour produire de la nourriture. On peut s'en servir pour produire de l'énergie, justement, ce qu'on a coutume d'appeler des biocarburants, que moi je préfère appeler agrocarburants, parce qu'ils ne sont pas plus bio que le reste. On peut produire du bois avec, matériaux ou énergie. Et on peut, entre guillemets, produire de la biodiversité, c'est-à-dire fiche la paix à ce qui s'y trouve, pour avoir un peu de vie sauvage ou quelque chose qui y ressemble.
Évidemment, les choses sont compatibles. Enfin, compatibles. On peut avoir plusieurs usages sur un même sol. Par exemple, un sol sur lequel on a des cultures et sur lequel on fait des mesures de préservation de la biodiversité, parce qu'on peut en faire, agroforesterie, plantation de haies, etc. Eh bien, c'est des choses, on mélange les usages sur un même sol. Mais en gros, on a ça. Et donc, aujourd'hui, il se pose un problème croissant de ce qu'on appelle la concurrence d'usage des sols. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'en sert pour nourrir des gens ou est-ce qu'on s'en sert pour nourrir des avions, des voitures et des chaudières. Bon. Et au Shift Project, c'est qu'une question de priorité encore. exactement. Et nous, on pense qu'au Shift Project, il faut d'abord s'en servir pour nourrir les gens. Et que s'il reste un peu de place, on fera de l'énergie. Mais en fait, quand on fait les calculs, on se rend compte qu'avec la perte des rendements qu'on va avoir à cause du changement climatique et à cause de la perte de rendement qu'on peut avoir à l'hectare, qu'on peut avoir parfois si on a des pratiques plus douces, typiquement bio, en fait, les surfaces qu'on a, il faut d'abord les garder pour l'alimentation humaine et ensuite, éventuellement, faire un peu d'énergie dans des usages dans lesquels on a vraiment impérativement besoin de biomasse. Et il n'y en a pas tant que ça. Parce que pour la mobilité en voiture, on peut tout électrifier, donc on n'a pas besoin de biocarburant. Pour la mobilité des marchandises, c'est pareil. Il faut électrifier. Pour le chauffage, on peut électrifier. On n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, nous, on est partisans de supprimer le réseau de gaz en France. Alors, ça peut faire rigoler, mais il y a des pays qui n'ont jamais eu de réseau de gaz. La Suède, par exemple, n'a jamais eu de réseau de gaz. Ils n'ont jamais utilisé le gaz dans le chauffage. Bon, donc, c'est possible. Il suffit de s'organiser pour. Dans l'industrie, c'est pareil, on ne va pas faire tourner l'industrie avec des biocarburants, le compte n'y est pas, donc il faut électrifier, etc. Donc en fait, les biocarburants, on peut s'en servir un peu pour la marine marchande et un peu pour quelques avions. C'est à ça qu'il faut les réserver. Et pour le reste, c'est pas nécessaire. Et donc il faut avoir une agriculture d'abord destinée à nourrir des gens. Alors scénario 3, on enchaîne, contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Ça, c'est un scénario dans lequel on est très fortement exportateur là où on est bon, mais du coup on est très fortement importateur sur tout le reste. Donc c'est un scénario dans lequel on fait essentiellement du blé, enfin des céréales, parce que ça on sait bien les faire et les exporter, du vin, dont on peut se demander s'il contribue à la sécurité alimentaire, mais c'est pas grave. Voilà, et quelques productions sur lesquelles on est bon, et des produits laitiers en Bretagne. Et on importe encore plus qu'avant nos courgettes, nos fruits, nos légumes, nos poulets, et qu'est-ce que je sais. Parce qu'on dit, là, on n'est pas compétitif. Donc, voilà. En fait, c'est ça que ça veut dire, sécurité alimentaire mondiale. Ça veut dire qu'on produit au maximum pour exporter au maximum. Mais ce faisant, on a une agriculture qui est très dépendante des intrants, puisqu'il faut avoir la production maximum. On a une agriculture qui est très dépendante des flux logistiques mondiaux. J'ai dit avant que les flux logistiques mondiaux, ils n'allaient pas durer l'éternité. Et donc, ça nous paraît être un scénario fragile. Donc, en fait, les scénarios extrêmes, on est totalement replié sur nous-mêmes et à ce moment on n'a plus de café, plus de chocolat, c'est d'accord, donc ça nous paraît pas souhaitable. Le scénario dans lequel on est totalement ouvert sur le monde et donc on est tiré vers un monde de commodité agricole quelque part, ça nous paraît pas souhaitable non plus. Et un monde dans lequel on privilégie par trop la production d'énergie alors que les sols sont avant tout destinés à produire de la nourriture, ça nous plaît pas trop non plus. Voilà. Du coup, c'est ce qu'on disait, il faut de la nuance. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un dosage. Le scénario final, c'est un scénario qu'on appelle de compromis, dans lequel on a un peu des trois. Alors sur quoi on fait des arbitrages ou des concessions justement? Parce que est-ce qu'on tire quand même plus vers un scénario que l'autre? Est-ce que on privilégie plus le produire français et travailler qu'en France? Comment on établit ces arbitrages-là? Alors, ils se situent tous. Pardon, aucun des trois scénarios, ça c'est un point que j'aurais quand même dû évoquer au début, aucun des trois scénarios ne permet d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé sur les émissions de gaz à effet de serre de l'activité agricole en France, qui est de les diviser par 2 en gros à l'horizon 2050. Et il faut bien voir incidemment que les diviser par 2 à l'horizon 2050, c'est un traitement qui est beaucoup plus doux, entre guillemets, que ce que plein d'autres secteurs vont devoir faire. C'est-à-dire, il y a des secteurs dans lesquels les émissions vont devoir totalement disparaître d'ici à 2050 si on veut suivre la trajectoire de l'accord de Paris. Donc l'agriculture est plutôt mieux préservée, j'ai envie de dire, ou moins contrainte que d'autres activités, précisément parce qu'il y a des émissions qui sont plus dures. Tant qu'on a des vaches, on a des émissions de méthane. On ne peut pas dire on va faire fonctionner les vaches à l'électricité et les émissions de méthane disparaissent, ça ne marche pas. Et le scénario de compromis qu'on a établi, en fait, son premier élément de cahier des charges, c'est d'être capable de respecter la baisse des émissions d'origine agricole qu'on a en tête et incidemment l'augmentation du puits agricole aussi. Jean-Marc Jancovici, on arrive doucement vers la fin de notre échange. Avec chaque invité, on fait une carte blanche. Le principe de la carte blanche, c'est qu'on laisse parole libre à l'invité pendant 30 secondes, 1 minute sur le sujet de son choix. Donc ça peut être soit resynthétiser un peu ce qu'on vient de dire, soit aller sur un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Ta carte blanche, ça serait laquelle ?
moi, quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'on a fait au Shift Project, c'est de constater qu'une fois de plus, dans le secteur agricole comme dans d'autres, le jeu s'organise maintenant avec des gens dont on a l'impression que de résoudre de façon pratique des problèmes pratiques, ça a cessé d'être leur première préoccupation. Et je crois qu'il faut qu'on en revienne, et que c'est vraiment important, à une situation dans laquelle, en fait, on a des gens de bonne volonté voulant résoudre de manière pratique, des problèmes pratiques, parce que je pense que si c'est comme ça qu'on est câblé, on finira par y arriver. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'échanger sur tous ces sujets. Et encore, je pense qu'on aurait pu étendre la conversation davantage. Merci à vous de nous avoir suivis sur le comptoir des éleveurs. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site comptoirdeseleveurs.com et puis les vidéos intégrales sur YouTube. Merci, à bientôt.